Bonjour à tous et bienvenue avec mes deux camarades Nicolas Lenné, architecte, et Laurent Petit, directeur général du R&D et de l'innovation chez WO2 Voudeum. On est ravis de pouvoir vous parler ce matin de notre grande opération d'Arboretum. Alors au préalable, je voulais vous dire que lorsqu'il y a 8 ans, on a créé d'abord Voudeum et ensuite WO2, société de promotion de logement et société de promotion de bureaux. Avec mon associé Guillaume Poitrinal, on a été très sensibilisés déjà par les sujets et les problèmes d'émissions de carbone. Ce qui, dans notre profession, on nous regardait un peu comme des zombies. Et ces émissions de carbone, vous le savez, aujourd'hui, au niveau mondial, les émissions de carbone ont augmenté de 70%, 70% depuis 1990, ce qui est juste considérable. Et en 150 ans, la température est montée de 5 degrés. Alors, notre sujet, c'était de dire et de voir comment peut-on arriver à découpler croissance et émissions de carbone, puisque jusqu'à nouvel ordre, les deux étaient et sont extraordinairement liés. Alors, je rappelle qu'en France, le bâtiment représente 32% des émissions de carbone. C'est le pompon, ça arrive en tête devant les transports. Et dans le bâtiment, la construction elle-même par rapport à l'exploitation de l'immeuble représente 60%. Alors en réalité, c'est largement à la naissance de l'immeuble, c'est-à-dire au moment où on obtient le permis de construire, que l'empreinte carbone de l'immeuble est partiellement déterminée, puisque le poids de l'infrastructure, de la superstructure et des façades représente 2/3 de l'émission de carbone de l'immeuble. Alors nous travaillons beaucoup à partir d'un matériau qui s'appelle le CLT, le lamellé-collé contre-croisé. Lamellé-collé, c'est du bois massif, essentiellement pour nous de l'épicéa, qui est utilisé à la fois pour les murs porteurs et pour les planchers. C'est très différent de l'ossature. C'est absolument pas le même mode de construction que l'ossature. Le CLT nous permet de monter haut, puisque nous avons une opération notamment de logement à Lyon-Confluence qui fait un peu plus de 50 mètres et qui est un immeuble de moyenne hauteur de 17 étages. Alors, l'un des grands avantages du CLT, c'est qu'il stocke 615 kg de CO2 par mètre cube, alors que le béton émet 400 kg. Donc, ce qui fait que nos immeubles, les immeubles de W2 de Voudeum, ont une empreinte carbone inférieure de 50%, donc y compris l'opération d'Arboretum, par rapport à des immeubles classiques. Très clairement, nous étions à l'époque pionniers. Aujourd'hui, avec les 4000 logements que nous avons en portefeuille et en construction, avec les 340 000 m² de bureaux que nous avons également en construction en portefeuille, tout ça à partir d'un mode constructif de bas carbone, on est vraiment devenu le leader de la profession. Alors, cet ADN qui est donc conçu par le bas carbone, Laurent va vous en dire quelques mots sur toutes les technologies innovantes, en parlant notamment de nos 3 piliers de bas carbone. Merci. Alors, pour faire un immeuble bas carbone, donc on s'intéresse à 3 axes de travail principalement. Le premier, c'est la sobriété. Alors la sobriété, ça veut dire que tout ce qu'on construit est parfaitement utile, rien n'est superflu. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait des bâtiments moroses, ternes et sans attrait. Ça, Nicolas va vous le montrer dans un instant. Et le deuxième aspect de la sobriété, c'est de donner aux matériaux autant de fonctions qu'il est possible. Et en particulier pour le CLT, qui est un matériau dont l'aspect visuel est extrêmement sympa, on cherche à faire à la fois de la structure et la finition, la décoration. Donc là, vous allez voir sur les photos de l'Arboretum, en fait, le grand challenge, c'est de réussir à utiliser un matériau de structure pour ses vertus de décoration. Et quand je dis décoration, c'est vraiment au sens très très large. C'est pour le bien-être intérieur des bâtiments, pour l'acoustique, pour quantité de choses. Donc, double emploi pour un matériau.
Le deuxième pilier, c'est de prendre des matériaux les moins émissifs, voire stockeurs de carbone. Et ce que disait à l'instant Philippe, on utilise beaucoup le bois massif pour construire. Donc le bois massif stocke du carbone plutôt que d'en émettre comme le béton et l'acier. Et puis, en fait, on décline ces solutions de matériaux peu émissifs sur l'intégralité de la palette. Ça va des moquettes avec des composants recyclés, aux aciers avec une grande partie d'acier recyclé à l'intérieur, de même qu'on a des peintures, etc. Donc aujourd'hui, il est possible de trouver sur le marché des matériaux dont les fiches déclaratives environnementales et sanitaires montrent des empreintes carbone qui sont largement réduites par rapport au tout venant, par rapport à ce qu'on faisait il y a encore quelques années quand personne s'intéressait au sujet. Et enfin, le troisième pilier, c'est le réemploi. Alors le réemploi, on l'utilise, faut utiliser ce mot au sens très très large. Le réemploi, ça peut être le réemploi d'un bâtiment préexistant au sens large, c'est-à-dire sa structure, ses fondations, tout ce que généralement, encore il n'y a pas très longtemps, quand la métrique unique c'était l'euro et qu'on ne regardait pas le CO2, on démolissait des bâtiments dont le gros œuvre était encore en parfait état, simplement parce que c'était plus simple, moins compliqué pour les architectes de s'emparer d'un bâtiment préexistant, moins compliqué pour les bureaux d'études de diagnostiquer ce qui existait. Et puis, donc, ça convenait bien à tout le monde. Ça, c'est pour le réemploi au sens vraiment maximaliste, c'est-à-dire d'un bâtiment existant. Et après ça, on peut décliner ça, bien sûr, sur tout un tas de matériaux ou de matériel qu'on récupère sur des bâtiments. On est en train de développer en ce moment une rénovation qui est exemplaire, dans laquelle on va jusqu'à conserver les installations de climatisation au prix d'un diagnostic très très fin des appareils existants et leur réparation. Voilà, ça c'est les 3 piliers qu'on va décliner. Nicolas va vous présenter maintenant le projet de l'Arboretum. Et puis après, je reviendrai plus en détail pour vous montrer des chiffres sur les performances qu'on peut atteindre. Merci Laurent. Alors, sur cette opération d'Arboretum, je vous précise au préalable qu'il s'agit du plus grand campus en bois massif construit en Europe et qui est situé à Nanterre, près de Nanterre Université, quasiment au bord de la Seine et le long du parc départemental, à 600 mètres du RER, qui lui-même est un hub de plus de 150 destinations. Un tout petit peu d'histoire, parce que chaque lieu immobilier, l'histoire est une chose importante. Ce site a été acheté en 1904 par le propriétaire du Petit Parisien. Alors, peu d'entre vous savent, j'imagine, ce qu'est le Petit Parisien. Le Petit Parisien était le journal qui tirait le plus dans le monde à 2 millions d'exemplaires. Il y avait 1600 ouvriers qui travaillaient, personnes qui travaillaient sur le site. La papeterie a fermé en 2011. On l'a acheté en 2015, sans condition suspensive de permis, pour en faire ce grand campus de bois qu'on va vous présenter. En 2016, on a obtenu l'ASAC et la modification du PLU. En 2018, le permis de construire. En 2020, on a démarré les travaux et on livrera, ça c'est l'un des grands intérêts de la construction en bois, on livrera l'opération à partir de la fin de cette année. Voilà, et donc livrer les premiers bâtiments. Donc en fait, on ne fait pas une opération, on fait tout un quartier, puisqu'on a fait un très grand parvis, une très grande place. La liaison entre le RER et l'opération était tout à fait essentielle. Et donc vous le comprendrez bien qu'une opération de ce type n'est envisageable que s'il y a une implication politique très très forte, aussi bien au niveau de l'État, au travers des 2 préfets, le préfet de région et le préfet des Hauts-de-Seine, au niveau du département, mais aussi et bien sûr au niveau de la municipalité et de la mairie avec le maire de Nanterre qui a tout de suite fondamentalement soutenu le projet. Et avec 2 aménageurs qui sont intervenus, à la fois l'aménageur de la ville et l'aménageur de Paris La Défense. Alors, le programme et le produit dont on va vous parler. D'abord, je voudrais vous rappeler quels sont les engagements de WO2 que nous faisons sur toutes nos opérations et qui sont conditionnés par une amélioration du bien-être pour l'usager. Tout d'abord, première chose, on définit de faire des bureaux au nord. On fait des bureaux qui ont de la clarté, avec des vitrages qui font au moins 2,50 m de haut. Il faut une ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez ouvrir les fenêtres par rapport à d'autres opérations où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Ensuite, il faut des grandes hauteurs. Donc, on a tué le faux plafond. Il n'y a plus de faux plafond dans nos opérations. On considère qu'on doit louer et vendre pas seulement des mètres carrés, mais aussi des mètres cubes. Et donc, on a plus de 3 mètres dans l'opération d'Arboretum. On a 3,10 m de hauteur, ce qui donne du volume à la pièce. Ensuite, bien sûr, on a la construction en bois, mais la construction en bois et la structure interne restent visibles
avec des plafonds filants en bois massif, avec des murs en bois. Donc le bois, on le voit. Alors qu'on ne le voit pas à l'extérieur, puisqu'on considère que le bois à l'extérieur, s'il n'est pas protégé, vieillit mal. Et on a été, dans les entretiens qu'on a eus avec un certain nombre de maires, on a été, et également d'entreprises utilisatrices, on a été assez avertis de ce sujet, de dire que le bois à l'extérieur vieillissait mal s'il n'était pas protégé. Ensuite, c'est très important, nos opérations, la nature doit rentrer dans l'opération. Donc nous avons 20% de surfaces de bureaux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a 20% de terrasses, de balcons, de jardins avec des vraies terrasses. Et Nicolas va vous en parler après. Ensuite, on a des escaliers qui doivent donner envie. Ce n'est pas seulement des escaliers de secours, il faut qu'on ait envie de prendre ces escaliers. Plus autant de places de vélo que de voitures. Et d'ailleurs, dans les visites que nous avons aujourd'hui, nous voyons à quel point l'utilisateur est sensibilisé sur la desserte douce par vélo. Des centres de sport, un potager urbain et une restauration faite sur place, puisque dans le cas d'espèces, fini les plateaux réchauffés, toute la restauration est faite sur place et une partie est faite à partir du potager. Le deuxième point, le deuxième préalable que je vais vous dire, et qui est à mon avis très intéressant, c'est l'étude qu'on a fait faire par un groupe d'experts dans lequel Nicolas siégeait, mais qui rassemblait aussi un certain nombre de médecins, présidé par une biologiste, le docteur Florence Avia, qui a recensé toutes les études scientifiques au travers du monde qui ont été faites à partir du bois. Quels sont les bienfaits du bois? Certain nombre de ces études montrent qu'en fait, dans un environnement de bois, en comparaison à un environnement plus traditionnel, il y a un rythme cardiaque inférieur. Ils ont calculé, les médecins ont calculé la différence de 8600 battements par jour de moins. Ça représente 2 heures d'activité où le cœur est beaucoup plus calme, avec donc une meilleure pression artérielle, une meilleure concentration et une meilleure tension. Le second point qui est important, mais bon, il y a beaucoup d'autres sujets, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ce qui est important, c'est les propriétés antibactériennes du bois, avec une porosité supérieure, donc les microbes restent beaucoup moins longtemps, et un pH aussi, une acidité qui est supérieure à d'autres matériaux. Il y a des essais qui ont été faits sur le SARS-CoV-2. Après 48 heures, il disparaît complètement du bois, ce qui n'est pas le cas d'autres matériaux. Alors, j'arrive finalement au programme. Le programme, c'est donc 125 000 m² de bureaux et de services, à la fois neufs, avec 2 bâtiments anciens. On a voulu garder l'esprit et l'idée de cette imprimerie ancienne en restructurant, et aussi de l'empreinte carbone, en restructurant 2 immeubles industriels dans lesquels on a mis une grande partie des services du campus. Avec, donc, on a 8 restaurants, un centre de séminaire et de conférences, un centre de sport de 2000 m². Et donc tout ça a été absolument, pour nous, déterminant. Donc je laisse maintenant la parole à Nicolas qui va parler plus en détail du produit. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Nicolas Lenné, un des architectes du projet. Je tiens à dire que ce projet il a été fait à plusieurs mains parce qu'on est 3 agences d'architecture à avoir fait tout le projet ensemble. Donc il y a Nicolas Lenné associé, architecte plutôt, que je représente. Il y a François Leclerc associé, et d'ailleurs je salue Paul Lègle qui est ici, avec qui on a développé le projet, et puis Dream, donc Dimitri Roussel. Une des idées du projet, c'est que le monde du travail a énormément changé. Là où on se concentrait avant principalement sur le poste de travail, aujourd'hui on a besoin et on sent qu'il y a une envie de travailler plus en équipe, plus horizontale, et dans des lieux qui apportent véritablement un plus par rapport au télétravail, à être chez soi. Et c'est pour ça on pense qu'Arboretum, c'est vraiment une nouvelle génération de bureaux, déjà par son emplacement, puisqu'il est à la fois très proche des transports, donc il n'y a pas plus d'émissions de CO2 dans les transports, et en même temps, on a une vue sur la nature, sur l'extérieur, qui est extraordinaire. Donc pour Arboretum, c'est un campus qui profite à la fois de la proximité du parc du chemin de Lille, qui est juste à côté
du site, ce qu'on voit, et également de 6 hectares qui sont à l'usage du campus lui-même. Et un des fondements du projet, donc qu'on a discuté ensemble tout de suite avec François Leclerc, associé et Dream, c'est qu'on voulait que de chaque plateau, on puisse descendre directement dans le jardin sans repasser par l'intérieur. Donc en fait, on peut être dans un plateau et passer par des terrasses. Si strictement tous les plateaux ont des grands prolongements extérieurs sur toute la largeur du plateau, et on peut passer par des escaliers extérieurs directement dans le jardin. Donc c'était cette proximité non seulement visuelle, mais également de passage vers l'extérieur qui nous intéressait. Ici, on voit une image à l'intérieur d'un des plateaux. Donc là aussi, l'idée de tuer le faux plafond, de ne plus avoir de faux plafond, et d'avoir visible le bois, donc avec des hauteurs tout à fait exceptionnelles, parce qu'on est à minimum 2,75 m, voire 3 mètres dans les espaces courants. Et on a aussi, oui c'est 3,10 même, on a un autre intérêt dans le bois, c'est que dans les calculs d'absorption phonique, en fait le bois est très bon naturellement, donc pour livrer le bâtiment, on n'a pas besoin de rajouter de panneaux acoustiques au plafond. Après, c'est un choix d'ameublement et du preneur qui va mettre le plus ou moins d'acoustique. Ici, donc, une photo d'une partie du projet qui a été fait pour montrer ce qu'il donnerait, donc qui s'appelle la Marketing Suite, dans lequel on voit ici en réalité un essai grandeur nature du plateau, et on voit ici tout d'un coup la luminosité qu'il y a dans ce plateau et la proximité avec des terrasses donc, qui sont tout à fait d'une taille extrêmement importante. Et ici, encore une fois, ce n'est pas un plateau spécial, tous les plateaux sont comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a amené ce qui était spécial au dernier étage absolument partout dans le campus. Ici, un exemple d'escalier intérieur. Parce que sur les escaliers, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'en fait, les escaliers qui sont à l'extérieur, qui sont agréables, ils comptent quand même comme escaliers de secours, ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'escaliers de secours à l'intérieur du plateau. Donc on a un plateau plus libéré, et on peut mettre certains escaliers libres pour pouvoir passer d'un espace à l'autre sans passer par des cœurs qui sont protégés au feu. Donc ça participe de l'agrément des plateaux également. Ici, un exemple d'un des étages hauts, parce que comme on a fait finalement tous les plateaux aussi sympas que les étages hauts des autres bureaux, on s'est dit, mais nous, dans nos étages hauts, il faut qu'on fasse quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, on a énormément d'espace dans les derniers étages qui sont comme ça, double hauteur. Donc là, c'est 2 fois 3,10 m et qui donne à nouveau sur des grandes terrasses. Le projet s'installe dans un terrain sur lequel il y a déjà des bâtiments qu'on a conservés et qui sont réhabilités par une autre agence qui s'appelle Hubert et Roy, et dans laquelle viennent un équipement sportif important qui va aussi être ouvert sur le quartier, et on a tout un système de potager qui va être exploité sur place. Donc ici des exemples des salles. Donc des espaces communs qui sont très importants. Ici, c'est l'entrée du campus, les espaces de restauration. Voilà. Et donc le projet qui est actuellement en travaux, et on voit donc les qualités qui étaient dans les images se retrouvent dans le projet réel. Très bien. Merci Nicolas. Donc avec les architectes François Leclerc, Paul Lègle et Dimitri Roussel, et bien sûr Nicolas Lenné. On a donc des immeubles qui ont été, comme je vous l'ai dit à l'instant, divisés par 2 en termes d'empreinte carbone. Alors, quels sont les grands gestes de bas carbone que nous avons fait, que Laurent va vous commenter? Bon, il y a bien entendu et bien évidemment le bois, la structure de bois CLT. Il y a aussi une chose absolument essentielle, c'est l'îlot de fraîcheur. L'îlot de fraîcheur, c'est avant la plantation
des 1000 arbres. On va planter 1000 arbres dans le parc. Les travaux de plantation démarrent dans les 15 jours qui viennent. Avant la plantation de ces 1000 arbres, du fait de la proximité de la Seine et du parc départemental, on a par rapport, et on a fait des mesures notamment pendant l'été, on a une différence de température, tenez-vous bien, de 10 degrés par rapport aux opérations qui sont en centre-ville. L'autre point qui est très important, c'est la géoénergie, puisqu'on a créé 10 puits, on fait 10 puits qui permettent d'aller chercher l'eau à 70 mètres. L'eau est à 15 degrés, donc c'est plus facile de monter de 15 à 19 ou 20 degrés que de monter de 3 degrés à 19 degrés et l'été à l'inverse. Et donc ça permet de fournir 80% du chauffage et de la climatisation des immeubles. Ça veut dire qu'on a des charges, et Laurent vous en parlera, qui sont particulièrement faibles. Ensuite, on a 160 000 mètres cubes de remblais que nous avons réutilisés, 20 000 mètres cubes d'eau pluviale qui sont réutilisés, et bien sûr les liaisons douces avec les vélos. Voilà, je laisse Laurent Petit vous parler à la fois de ces différents sujets beaucoup plus techniques et dans le détail, vous parler des lapels et des niveaux de charge. Merci de votre attention. Merci. Donc là, on va rentrer un peu dans le détail, puisque quand même le thème du salon, c'est le bas carbone. Donc on va rentrer dans les chiffres pour voir comment on arrive à réduire l'empreinte. Donc là, le 1260 kg d'émissions de CO2 par mètre carré, c'est ce qu'on appelle le business as usual, c'est-à-dire un bâtiment qui aura été conçu quand même relativement récemment, 2019-2021. C'est-à-dire que c'est une époque où on a commencé déjà à faire attention au carbone, mais pas de façon aussi poussée que ce qu'on essaie de faire nous, et avec évidemment des objectifs de réduction de consommation d'énergie. Donc le 1260, c'est des kilos de CO2 émis par le bâtiment pendant sa vie, 50 ans, aussi bien pour la construction que pour l'exploitation, et c'est rapporté au mètre carré. Et donc on arrive à réduire de moitié cette empreinte en passant donc à 673 kilos de CO2 par mètre carré. Alors, donc on va passer en revue maintenant tous les leviers qu'on utilise pour obtenir ce résultat. Allez, on commence par ce que j'appelais tout à l'heure la sobriété de conception. Donc là, vous avez un exemple de la construction de la charpente en bois. Où vous voyez les dalles de bois ici qui font la structure et qui sont, pendant le cycle de gros œuvres, installées avec tout le soin qu'on aurait si on faisait quasiment de la menuiserie fine. C'est-à-dire que les tolérances de réglage, le fait, par exemple, de masquer l'intégralité des pièces d'assemblage permet d'avoir une structure qui, tout en étant du gros œuvre, avec le bilan du gros œuvre, aussi bien en argent qu'en CO2, reste donc visible et permet de faire la décoration. On a aussi une conception, on va le voir sur l'image d'après, qui est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'en fait on a optimisé la statique, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas lancé dans des gestes d'ingénieur pour faire des grands porte-à-faux. Tout à l'heure on parlait de 1000 arbres. Donc moi je fais un peu la référence à l'autre opération qui s'appelait 1000 arbres, qui de mon point de vue était une sorte d'hérésie, puisque, enfin j'espère qu'il n'y a pas de concepteur de 1000 arbres ici, mais je vais le dire quand même. 1000 arbres, c'était des porte-à-faux gigantesques, c'était des bétons spéciaux, de la précontrainte en veux-tu en voilà. Enfin c'était exactement la démesure dans le geste architectural. Alors c'est pas absurde, hein. On peut considérer que dans une ville il faut de temps en temps des gestes comme ça qui sont dingues. Mais cela dit, c'est pas raisonnable. Voilà, c'est pas raisonnable parce qu'on consomme énormément de matière, énormément d'acier, énormément de béton, du béton de performance, etc. Nous, on s'astreint, avec nos architectes, à faire une architecture qui est plaisante, qui est pas du tout terne à notre avis, mais qui est optimisée en statique. C'est-à-dire qu'en fait, on a des portées simples, une trame de poteau qui est bien faite pour minimiser la consommation de matière. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est un tournant que j'ai vu dans ma courte carrière, où une époque, du moment qu'on pouvait financer un projet et qu'il était rentable et qu'il y avait des banquiers pour le payer, etc., on se contrefichait de la quantité de matière qu'on utilisait. Aujourd'hui, c'est vraiment radicalement différent. On intègre dès la conception une espèce de raison, de sobriété, pour que le geste architectural ne soit pas gratuit et que tout ce qu'on fait soit utile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est donc, comme je disais, des assets qui ne faisons rien de beau. Les terrasses qu'on fait, par exemple, les terrasses, elles rajoutent de la matière, mais ces terrasses, elles ont toute une utilité. Elles sont pour nous un gage de valeur pour cet immeuble, pour l'éternité, puisque ces terrasses, elles vont vraiment faire l'agrément des utilisateurs.
ça, c'était pour la sobriété de conception. Alors sur l'intérêt donc des matériaux biosourcés qui stockent du carbone. Donc ça, c'est ce que disait Philippe à l'instant. Le béton armé conventionnel, donc par la chimie de fabrication de l'acier et la chimie de fabrication du ciment, est émetteur de CO2. Le bois est lui stockeur. Donc c'est intéressant de stocker de façon pérenne dans des bois qui vont être installés de façon très durable dans un bâtiment du CO2. Hein, je peux faire un petit aparté d'ailleurs sur la gestion de la forêt si ça vous intéresse. De notre point de vue, il est absolument essentiel d'utiliser les ressources forestières qui sont précieuses à des usages qui sont pérennes, qui sont durables et qui sont le plus générateurs de valeur au sens très très large, aussi bien de la valeur monétaire, c'est-à-dire que ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée dans les entreprises qui les font, et de la valeur tout court, puisque ça permet de stocker du CO2. Je fais une énorme différence avec le bois énergie, hein, qui est vraiment l'usage le plus médiocre qu'on peut faire du bois, qui consiste à le brûler pour remplacer des centrales nucléaires qu'on a voulu fermer par des centrales à bois. Ou alors le bois dit de trituration, qui est le bois qui sert à faire les cartons d'emballage d'Amazon. Voilà. Donc en fait, si vous avez à choisir entre l'usage d'une stère de bois, vous pouvez, de mon point de vue, la mettre dans un immeuble, donc le bois sera valorisé, il sera durable, le stock de carbone sera pérenne, ou alors vous pouvez la gaspiller, comme ça se fait quand même de façon assez usuelle, dans de la consommation de carton et de papier, ou alors dans carrément le bois énergie qui est un usage assez médiocre en fait du bois. Voilà, donc sur le CLT. Alors ça, c'est un truc qu'on a testé sur l'Arboretum. On avait des vieux bâtiments industriels qu'on aurait aimé pouvoir garder un peu plus que ce qu'on a fait. En réalité, ils étaient truffés d'amiante, ils étaient pollués avec des hydrocarbures puisque les machines industrielles avaient percolé et donc tout le béton était saturé de graisse. Donc on a quand même concassé ce béton. On l'a lavé avec des machines spéciales qui, avec des bactéries et de l'eau, mangent les hydrocarbures. Et on s'est retrouvé avec ces tas de granulats. Et on s'est dit, on va les réutiliser pour faire du béton. Parce qu'on a quand même besoin d'un petit peu de béton pour nos fondations. Et là, on a eu la levée de bouclier unanime des assureurs, des bureaux de contrôle, presque des ingénieurs qui nous ont dit, vous ne pouvez pas réutiliser des granulats concassés dans du béton neuf parce que vous ne pouvez pas démontrer que ces granulats sont pur, qu'il n'y aura pas des petites inclusions de plastique, de bois, que sais-je à l'intérieur. Et donc, on nous a refusé de réinjecter ces granulats dans du béton. Ce qui était pour moi un déchirement parce que c'était vraiment, on avait 20 000 tonnes là. Donc 20 000 tonnes, c'est là encore là toujours toute l'histoire. 20 000 tonnes en argent, c'est pas grand-chose, 20 000 tonnes de granulats. Mais par contre, 20 000 tonnes, si vous les remplacez par des camions sur la route ou si vous visualisez le trou que ça fait dans une carrière pour extraire 20 000 tonnes de cailloux, vous vous rendez compte que la valeur écologique ou la valeur tout court de ces cailloux est importante finalement, même si ça fait pas beaucoup d'euros. Et donc, on a réussi quand même de haute lutte à récupérer ces cailloux et à les utiliser donc en fondation des routes et des aires de stationnement qu'on fait dans le projet. Mais ça, c'est à mon avis un des axes énormes de progression, c'est de faire bouger toutes les réglementations qui sont extrêmement prudentes, extrêmement, je dirais, associées à cette époque d'abondance des ressources où en fait c'était beaucoup plus simple de prendre des matériaux neufs que des matériaux déjà existants. Voilà. Et après, donc, on va passer à l'exploitation. Donc, l'exploitation bas carbone, on a volontairement montré une espèce de myriade d'actions qui sont toutes unitairement assez modestes, mais qui, mises bout à bout, permettent d'avoir des bons résultats. Donc, on commence par les mobilités douces. En fait, notre site est connecté à des pistes cyclables et on a vraiment fait des super locaux vélos très, très faciles d'accès pour encourager les mobilités douces. On gère les déchets de façon dite vertueuse, c'est-à-dire qu'en fait tous les déchets alimentaires vont être régénérés sur place. On a sélectionné ces matériaux à faible empreinte carbone. On végétalise pour avoir recours à l'effet d'îlot de fraîcheur. On a fait une conception, enfin vous avez fait une conception bioclimatique qui est extrêmement maligne où en fait on a des grands débords de terrasses qui permettent de masquer les façades au sud et d'éviter le rayonnement solaire, tout en procurant des espaces extérieurs qui sont vraiment très, très agréables. Bref, c'est une série d'actions. Et puis on va passer à l'énergie, là, je pense. Voilà. L'énergie, alors, bon, ça, l'actualité nous rattrape. Enfin, ça fait bien longtemps quand même qu'on se doutait que l'énergie ne serait pas inépuisable et que ça finirait par devenir le facteur limitant de l'économie. Pour ceux qui écoutent Jean Covici, vous savez peut-être que
que l'énergie représentait que 3 ou 4% du commerce mondial, alors que l'énergie, c'est vraiment la clé de tout. Finalement, l'énergie était très peu chère et en apparence quasiment inépuisable, puisqu'à chaque fois qu'on a eu des pics de production, on a retrouvé après des sources d'énergie complémentaires. Vous vous rappelez peut-être des pétroles de schiste américains. Bon voilà, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on arrive à la fin de cette abondance. C'est un mot qui est revenu, enfin qui est à la mode en ce moment. Donc, dès l'origine, on a voulu faire un bâtiment très sobre et le recours à la géoénergie. Donc la géoénergie, ça consiste à prendre l'eau du sous-sol, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Hein. C'est de l'eau de la nappe phréatique qui est autour de 15 degrés. On la pompe et grâce à des pompes à chaleur, on fait des échanges thermiques entre l'énergie qui est contenue dans cette eau et les fluides dont on a besoin pour climatiser ou chauffer le bâtiment. Le rendement des pompes à chaleur électriques sur l'eau du sol est excellent. C'est-à-dire que pour 1 kWh d'électricité que vous injectez dans la machine électrique, vous récupérez entre 5 et 7 kWh de puissance de chaud ou de froid. Alors c'est pas de la magie, hein, c'est pas de la génération spontanée de chaleur, c'est juste qu'en fait on considère que l'énergie elle est inépuisable dans le sol et on se contente de la pomper, de la transférer. C'est très différent de la fabrication d'énergie quand vous faites brûler du gaz. Si vous faites brûler du gaz pour avoir de la chaleur, vous avez 1 kWh de gaz et vous récupérez un peu moins d'1 kWh de chaleur parce que le rendement de la chaudière n'est pas évidemment de 100%. Je n'avais pas terminé. Reviens. Donc tout ça pour dire que on s'est attelé à cette solution de géoénergie dès le début, avec un atout dans notre site qui est, comme le site est grand, on peut effectivement pomper et réinjecter. On a la chance d'être dans le bassin parisien, des roches perméables, une nappe active, on est très proche de la Seine, donc ça marche bien. Mais par contre, à l'époque, ce n'était pas rentable. Quand on a pris cette décision, nos partenaires financiers, je ne les citerai pas, étaient très opposés à cette solution, parce qu'ils nous disaient pourquoi vous ne mettez pas des pompes à chaleur électriques en toiture qui marchent avec de l'air. Bon, elles ont un rendement qui est bien moins bon, ça tout le monde le sait, mais elles coûtent moins cher. Et finalement, ça plaisait à tout le monde. Donc nous, on a vraiment lutté pour mettre en route cette solution de géoénergie. Pour ceux qui connaissent un peu les procédures administratives, il faut 3 ans pour obtenir l'autorisation. On a fait d'abord un dossier loi sur l'eau pour avoir l'autorisation de forêt. Et après, on a fait un dossier du code minier pour avoir l'autorisation d'exploiter la ressource du sous-sol. 3 ans, 2 enquêtes publiques, beaucoup de discussions pour réussir à utiliser une ressource qui est disponible. Dans le bassin parisien, il y en a partout. D'autres pourraient le faire. Des villes pourraient le faire à grande échelle. Ça existe, mais c'était peu utilisé pour cette raison-là. Et donc, on passe en fait d'une consommation, donc ça, c'est des kilowattheures par mètre carré. Donc, 160 kWh par mètre carré, c'est la moyenne des bâtiments français. Donc, c'est une moyenne nationale sur tous les bâtiments de bureaux. Nous, on est donc 60 et quelques pourcents en dessous. Vous comparez, ça, c'est une tour à la Défense, conception pas trop ancienne, mais pas trop récente non plus. Donc on divise par 4 par rapport à une tour, on divise par 2,5 par rapport à un immeuble de bureau classique. Alors évidemment, maintenant, ça plaît à tout le monde, ce genre de graphique, parce que quand on met en face des euros et qu'on on multiplie ça par le prix actuel du kilowattheure, enfin plutôt du mégawattheure, évidemment, là, subitement, ça devient rentable. Et je pense que bientôt, on va voir converger complètement les deux métriques, les euros et les kilos de CO2, puisque finalement, l'énergie va être tellement chère que ce genre de solution va devenir parfaitement rentable. Et on passe donc après sur la consommation donc, du bilan carbone. Donc, on avait étudié plein de solutions. Donc ça, c'est une variante chauffage au gaz. Ça, c'est une variante réseau de chaleur avec des groupes froids. Ça, c'est une variante 100% réseau de chaleur et réseau de froid urbain. Et ça, c'est ce qu'on a conçu, en fait, puisqu'on n'a aucune énergie fossile à brûler, donc 0 CO2 pour ça, et on ne marche qu'avec des machines électriques qui ont un rendement, comme je vous l'ai dit, 1 kWh d'électricité, entre 4 et 7 kWh de puissance chaud-froid. Ça marche super bien. La France a la chance d'avoir de l'électricité largement décarbonée, donc ça nous permet d'avoir un bilan carbone des productions de chaud et de froid qui est très très favorable. Et voilà, bon, alors, donc ça, c'est pour ceux qui aiment les mobilités douces. En fait, vous connaissez peut-être le réseau de pistes cyclables parisiens. Là, donc maintenant, il y a des numéros comme les lignes de métro. Et donc, on est connecté à Paris. On traverse la Défense et on arrive sur notre site. Nous, on y croit énormément parce qu'on voit comme tout le monde le boom du vélo électrique, du vélo normal.
Et donc, ce qu'ont fait les architectes, c'est de mettre les locaux vélos quasiment dans les meilleurs endroits des halls. Donc ça, c'est un truc qu'un promoteur normal ne fait pas, hein. Dans le hall, on met d'abord le logo de l'entreprise. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les locaux vélos de façon super accessible pour que les gens, ils arrivent, hop, ils posent leur vélo en bas de l'immeuble. Et on les a pas mis au 4e sous-sol, comme ça se faisait parfois. Voilà. Voilà. Et donc voilà, bon, maintenant ça c'est le détail du chiffre que je vous ai montré au début. Donc on part de 1260, on arrive à 673. Donc voilà les détails des motifs de réduction. Donc la sobriété, la structure bois, c'est ça qui fait le gros morceau. Donc là on répète, il faut que les architectes soient sages et qui conçoivent des bâtiments malins pour ça. Et que les ingénieurs choisissent des matériaux sobres. Là, c'est la partie réemploi et la géoénergie, donc qui nous favorise énormément sur les émissions de carbone de l'exploitation. Voilà. Donc je pense que là, j'ai terminé. Si vous avez des questions, là, on a encore un quart d'heure. Tu veux commencer ? Vas-y, je t'en prie. Alors, ce que je constate, c'est qu'en fait, on s'est heurté à beaucoup de freins réglementaires. Là, je vous ai raconté toute mon histoire un peu longue, je suis désolé, des bureaux de contrôle sur le réemploi des granulats. Le réemploi, c'est vraiment tout ce que n'aiment pas les acteurs habituels de la construction. Ça fait peur aux assurances parce qu'ils ne peuvent pas vous donner 10 ans de garantie. Ça fait peur aux entreprises parce qu'elles doivent s'approprier des ouvrages qui ont été faits par d'autres personnes. Ça fait peur aux bureaux d'études parce qu'ils doivent s'engager sur des diagnostics de choses qui sont préexistantes. Donc ça leur demande beaucoup de temps, d'investigation, de remodélisation de ce qui a été fait par leurs prédécesseurs, etc. Et donc pour moi, ce qu'on doit faire encore, c'est maintenant convaincre les pouvoirs publics, les bureaux de contrôle, les compagnies d'assurance qu'il faut tenter des expérimentations. Alors je ne dis pas de changer les lois tout de suite, hein, mais tenter des expérimentations, autoriser du réemploi de façon plus importante et pousser cette idée-là. Parce qu'en fait, le réemploi, ça ne peut pas être juste une espèce de grande foire où quand on démonte un immeuble, on fait une espèce de vente au déballage comme une brocante et après, chacun vient récupérer un robinet, un truc, un machin. Non, ça ne peut pas être que ça. Il faut que ce soit plus industrialisé. Et donc ça, c'est un truc qu'on veut pousser beaucoup. Après, sur la structure bois, nous, ça nous plaît énormément et on travaille beaucoup avec les industriels pour optimiser encore l'utilisation du bois, c'est-à-dire réduire les quantités de bois de façon plus simple. On a un énorme catalogue de matériaux à faible empreinte carbone, d'ailleurs il y en a pas mal dans le salon, hein, tout le monde s'y met, et on va continuer de bosser là-dessus. Voilà. Mais moi j'encourage tout le monde à donner des grands coups de pied aux habitudes sur ça on peut pas le faire parce que c'est pas garanti, ça on peut pas le faire parce que c'est pas conforme à la norme machin. On a lancé d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les procédures d'ATEX, je ne sais pas si ça vous parle, les ATEX ça veut dire appréciation technique expérimentale, c'est une appréciation qui est donnée par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, avec des experts sur les techniques dites innovantes. Donc vous n'êtes pas dans le cadre de ce qui se fait habituellement. Habituellement, vous avez les DTU, donc les documents techniques unifiés, qui disent comment on doit faire une charpente, une couverture, une façade, etc. Et quand vous innovez par rapport à ces DTU, pour avoir une assurance quand même, vous devez passer l'épreuve de cette expérimentation. Voilà. Et ces expérimentations, le problème, c'est qu'elles sont valables 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous perdez le bénéfice de votre solution innovante. Et donc, on est en train de travailler avec le CSTB pour autoriser que ces expérimentations soient plus longues. Ça a l'air de rien, mais aujourd'hui, c'est un énorme frein en fait, à l'innovation. Et donc, on voudrait bien faire des ATEX, par exemple, pour du béton dans lequel il y a 30% de granulats de réemploi. On voudrait bien faire une ATEX pour, je ne sais pas moi, des matériaux variés différents. Enfin, voilà, on a plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire. Pardon. Ah bah tiens, vas-y, pardon. Alors les façades, le choix qui a été fait, c'est qu'on a des structures bois, mais on a un bardage qui est en métal, qui est en alu. Alors ça, c'est pas... en fait, c'était une condition
pour réussir à faire un bâtiment de cette taille auprès d'investisseurs, voilà, c'est l'idée que finalement les façades c'est extrêmement peu en poids du bâtiment et ça garantit une pérennité, il n'y a pas besoin d'y repasser derrière. Et ça c'est un argument qui est énorme quand on parle à des investisseurs pour des bâtiments de cette taille-là. Après, pour répondre à la question précédente sur qu'est-ce que ça nous a apporté de faire ce projet, je pense que le message vraiment qu'on porte, nous les architectes, et tu l'as dit Laurent à un moment, c'est que le bas carbone, arriver à consommer moins, à être plus intelligent dans les ressources, c'est pas une pénitence. En fait, on peut faire des bâtiments très sympas qui suivent les usages, qui suivent les agréments nouveaux qu'on peut avoir dans des bâtiments, tout en réduisant l'empreinte carbone. Donc le bas carbone, c'est pas la pénitence. Et du coup, par exemple, l'exemple des terrasses, ça répond à une demande actuelle. On veut sortir pour pouvoir travailler sur des terrasses et en même temps, ça protège les façades. Donc, on n'a pas obligé d'avoir des façades qui sont des usines à gaz. Elles sont protégées par ces avancées. Et donc ça, c'est vraiment tout le sens de notre travail. C'est à la fois d'arriver à réduire l'empreinte et en même temps à proposer plus dans les bâtiments, plus d'agréments et on espère plus de qualité de vie. Ouais. Alors, on est E2C2. On n'est pas E3 parce qu'en fait, on n'a pas de production d'électricité sur place. En fait, pour être E3, il aurait fallu mettre des panneaux photovoltaïques. Et en fait, on est très critique, peut-être par méconnaissance, mais pour le moment, on est très critique sur les panneaux photovoltaïques, dont on considère que le rendement est rarement celui qui est annoncé. Et puis en plus, bon, je vous l'ai dit, j'ai un peu dévoilé mes opinions, mais transformer de l'électricité décarbonée en de l'électricité issue de panneaux photovoltaïques qui eux-mêmes ont été produits en Chine avec des systèmes de production qui sont, eux, très fortement carbonés, on n'est pas du tout sûr que ce soit rentable. Franchement, on n'en sait rien. Et donc, voilà, on ne l'a pas fait. Alors, le bois, il vient d'où? En fait, on a 3 partenaires dans cette opération. Notre premier partenaire, c'est Matisse, une entreprise d'Alsace qui fabrique du lamellé collé. Donc, qui s'approvisionne pour son bois dans les forêts vosgiennes et puis de façon plus générale en Allemagne, en Autriche, tout autour de l'Alsace. On a un deuxième partenaire qui est Stora Enso, qui est un industriel suédois et finlandais qui fabrique les dalles de CLT en Autriche. Donc là, l'usine d'Autriche s'approvisionne localement entre l'Autriche, la Slovaquie, la Tchéquie, par là. Et on a un troisième partenaire qui est une entreprise du groupe Millet qui s'appelle Sifas, qui est basée à Angers, qui fabrique les murs ossature bois pour les façades. Donc là, eux, ils ont un sourcing de bois qui est plutôt Massif Central. Et puis, en fait, eux, ils consomment un peu moins de bois que les autres, puisqu'en fait, l'ossature bois, c'est plutôt des petits segments avec du remplissage. Voilà. Ça génère un surcoût. Alors sur l'Arboretum, c'est un peu compliqué de faire des ratios totalement comparables parce que par exemple la géoénergie ça coûte assez cher, le parc nous coûte aussi un peu cher. Là on est autour de 2700 € de construction, ça c'est un montant hors taxe par mètre carré, tous travaux confondus, y compris le parc, et un immeuble en béton classique ce serait peut-être 2005, quelque chose comme ça. Donc c'est plus cher, mais franchement, c'est difficile de... Voilà, c'est difficile. Nos collègues, par exemple, de Woodéum résidentiel qui font du logement, ils arrivent à sortir des bâtiments à des prix tout à fait compétitifs. Et puis, excusez-moi quand même, mais votre question, elle montre que l'euro est encore prépondérant. Nous, on maintient
que la métrique qu'on doit utiliser désormais, c'est le kilo de CO2, quoi. Et on espère que rapidement, le kilo de CO2 va supplanter toutes les autres mesures et que de toute façon, on pense qu'il va y avoir une convergence assez rapide entre ce qui est cher en euros et ce qui est cher en CO2. C'est-à-dire que de toute façon, l'énergie va coûter tellement cher, l'acier, le cuivre, etc. vont coûter tellement cher que tous ces matériaux émetteurs de CO2, ils vont se retrouver à un prix. Voilà. Donc je pense que cette convergence, elle est en train d'arriver sous nos yeux là. Voilà. Et donc rapidement, on parlera plus d'euros, on parlera de CO2. Oui, enfin CO2, je dis carbone, mais CO2 c'est pareil pour moi. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, absolument. Ouais. Alors, comme vous avez vu, notre bois, il est totalement visible. Et donc, ça ne se voit pas sur l'image, mais le bâtiment est entièrement protégé par un système d'extinction automatique. Donc, sprinkler, brouillardeau, il y a différentes technologies qui existent. Et on vient tout juste, ce matin d'ailleurs, de terminer une série de tests avec un labo qui s'appelle Effectis. Et on a testé 3 fabrications différentes de brouillardeau, une de sprinkler pour vérifier que la protection de ces structures verticales et horizontales est efficace. Et ça marche très bien d'ailleurs, je vous rassure. Et donc le poids carbone, c'est 8 kg de CO2 par mètre carré d'un réseau de sprinkler. Ouais. 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 Ça, c'est une super question et c'est un énorme débat qu'on a au sein de l'association BBCA. Enfin, vous connaissez, j'imagine, BBCA. La norme, la 15804 sur le cycle de vie, s'applique à tout ce que l'humanité produit. Hein. Ça marche pour les voitures, ça marche pour les stylos-billes, ça marche pour les centrales nucléaires. Et donc, évidemment, il est absolument essentiel de prévoir la fin de vie et la déconstruction ou la mise au rebut ou le traitement de tous les déchets qui peuvent être éventuellement extrêmement nocifs, polluants, etc. Nous, on considère que pour le bâtiment, c'est un peu différent. Parce que le bâtiment, il a une caractéristique que n'ont pas les voitures, par exemple, c'est qu'il est lié à un site. Et donc, dans l'analyse du cycle de vie qu'on défend, on commence par démolir le bâtiment qui précède et on ne prend pas en compte la démolition de notre bâtiment en bois. Pour une raison très simple, c'est que nous, on pense qu'on ne va pas le démolir. On pense qu'au bout de 50 ans, il est complètement, je dirais, insensé de prévoir qu'on va brûler ces matériaux. Au bout de 50 ans, ces matériaux, ils seront encore en parfait état. Chez Stora Enso, il existe désormais des technologies qui permettent de refaire des lamelles neuves à partir des éléments de CLT qui pourraient être donc démontés. Et donc, sans remettre en cause cette norme européenne qui est absolument essentielle parce qu'elle dit effectivement on ne peut pas ne pas s'intéresser à la production de déchets toxiques. Mais nous on dit nos déchets ne sont pas toxiques. Donc on déroge en quelque sorte à cette affaire-là. Et donc effectivement là, aujourd'hui, quand je vous montre ça, je considère toujours le stockage carbone en fin de vie. Je considère que mon bâtiment, je ne vais pas le brûler parce que d'abord, ce serait une hérésie complète. Il n'y a pas de raison, ni technique, ni économique, ni rien du tout. Voilà. Voilà. Je ne sais pas, il y a d'autres questions ou peut-être on peut... C'est bon ? Vas-y. Sur les escaliers extérieurs, en fait, ils sont à plus de 8 mètres des façades en grande majorité. Et quand ils sont plus près, soit on met des vitrages effectivement spécifiques, mais en fait, en proportion de vitrage sur tout le bâtiment, c'est extrêmement peu. Soit on met des parties pleines, et du coup, on s'en sort comme ça. Oui. De la sécurité intrusion. Ah, intrusion. Ah oui, non, mais en fait, oui, c'est-à-dire que le parc est sécurisé lui-même, parce qu'on a la chance à l'Arboretum d'avoir un parc qui est privé, qu'on ne donne pas sur l'espace public, finalement. Ah oui, non, mais après, ça on a eu le précédent sur un bâtiment à Nice,
qui n'était pas en bois, mais qui présentait les mêmes caractéristiques d'un point de vue escalier. Et en fait, ça se passe très bien. Les gens ferment leur façade. Et puis, il y a des petits portillons, mais il n'y a pas de sujet, en fait. Merci beaucoup.